savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y. Moteur! Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel Cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis, podcast dans lequel on spoil allègrement. Je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter l'épisode. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Isilda. Bonjour Isilda. Bonjour Samuel. Alors cette semaine, on parle de Jeune mère des immarcessibles et inoxydables, Jean-Pierre et Luc Dardenne, deux cinéastes belges qu'on a souvent qualifiés de représentants du cinéma naturaliste et social européen, dont on ne compte plus les sélections et les prix au Festival de Cannes. Et donc après Tori et Lokita sortis en 2022, cette fois-ci les Dardenne poursuivent leur comédie humaine avec Jeune mère. Et pour la première fois dans leur cinéma, on a un film choral, puisque le film retrace les trajectoires de 5 jeunes mères et de leurs enfants, donc Jessica, Perla, Julie, Naïma et Ariane, et elles ont pour point commun d'être hébergées dans le même centre pour jeunes mères. Le film est sorti le 23 mai dernier, il est donc encore visible en salle, le film est distribué en France par Diafana, et encore une fois, le film des frères Dardenne a été sélectionné en compétition officielle au dernier festival de Cannes, dont il est reparti avec le prix du scénario. C'est la 8e fois que les frères Dardenne sont récompensés à Cannes, après 2 palmes d'or pour Rosetta en 1999 et L'Enfant en 2005. Ils avaient déjà remporté le prix du scénario en 2008 pour Le Silence de Lorna. Dernièrement, ils avaient remporté le prix de la mise en scène en 2019 pour Le Jeune Ahmed, et même un prix du 75e festival de Cannes, une sorte de prix spécial en 2022 pour Tori et Lokita. Bon, si je mentionne cette débauche de prix cannois, c'est parce que pour moi, ça signale que leur cinéma est devenu peut-être un peu systématique. On y reviendra, pas seulement dans cet aspect promotionnel et de valorisation des films, où chacun de leurs films a le droit à sa sélection officielle au Festival de Cannes et repart avec son petit prix, mais aussi peut-être dans leur esthétique et leur manière de travailler. Peut-être juste 2 avertissements avant de commencer le podcast. On va éviter de dire fille-mère, parce que je crois que c'est un peu péjoratif. Et deuxième avertissement, pour vous inciter à voir le film, qu'on a trouvé intéressant, ne vous fiez pas à la bande-annonce. Moi, j'ai l'impression que c'est une pub pour une campagne gouvernementale. Je n'ai pas vu la bande-annonce. Ouais, moi, j'ai vu la bande-annonce plusieurs fois. On ne félicite pas le distributeur. Alors, commençons la discussion. Isilda, qu'as-tu pensé du film? Eh bien, c'est un très beau film. J'ai, oui, vraiment énormément apprécié. Beaucoup d'émotions et en même temps très choquée au départ par une froideur. Donc les frères Dardenne, donc leur cinéma, je le connais, donc je préviens un petit peu, je le connais pas énormément. J'ai dû voir Le Fils il y a très longtemps et voilà. Je sais pourtant, déjà un peu dans leur schéma, que généralement ils utilisent toujours souvent, ils se focalisent surtout sur un personnage. Là, on est vraiment dans des histoires très différentes, que je trouve très bien menées les unes des autres. Bon, on reviendra peut-être un peu sur les actrices ou voilà, mais d'une manière générale, je trouve que c'est la manière dont ils racontent leur histoire à chacune. C'est très subtil, c'est-à-dire que ça se fait avec vraiment un mouvement. Il n'y a pas de système de flashback, il n'y a pas de système de flashback sur la manière dont chacune est tombée enceinte ou a voulu ou non peut-être avorter. Oui, pour poursuivre ce que tu dis, c'est un cinéma sans fioriture en fait, complètement dépouillé, donc pas de flashback, il n'y a même pas de chant contre chant en fait, très très peu, pas de bande originale, pas de voix off, pas de chapitrage. Musique. Oui, voilà, je mentionne le chapitrage parce que je trouve que c'est un travers qu'on a retrouvé dans certains films contemporains, donc voilà, il faut quand même signaler cette absence de fioriture. Oui, en effet, c'est
presque envie de dire d'une simplicité. On retrouve aussi souvent les cadrages de dos, les jeunes mères donc qui marchent, qui vont d'un endroit à un autre et quand il y a ce mouvement, systématiquement, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, il faut qu'on s'attarde un peu sur le style Dardenne, hein, qui est très Oui, particulier. oui, Je sais oui. pas si tu as envie de commencer Alors, par le décrire. bon, moi, ce que je connais, donc déjà, enfin, voilà, je l'ai déjà dit, hein, mais pas énormément. C'est voilà, donc en effet, c'est ce cinéma assez épuré. On est dans une simplicité vraiment, même dans les champs, enfin, dans les plans. Parfois enfin, des oscillements, des passages parfois un peu rapides, ou alors une lenteur aussi assez extrême et le temps de montrer l'émotion, le dialogue, une confrontation. Je sais pas ce que toi si t'es Ben, d'accord ou ça. je suis pas Avec entièrement ça, pardon. d'accord. Ce que je rajouterais, c'est qu'on a souvent ces longs plans séquences, Mm, filmés caméra épaule, notamment pour les séquences de dialogue, qui, comme tu le disais, collent aux personnages. Et donc souvent les acteurs se retrouvent en fait dans le même plan pour échanger. Donc ça laisse libre cours à leur jeu. Et comme tu disais, ces plans séquences font que leur cinéma est très minutieux en fait mm, mm. sur l'action. Ils prennent vraiment le temps de décomposer, de décrire les actions des personnages et ça produit une espèce de tension, de suspense et cette impression de filmage sur le vif. Moi, ce que j'aime énormément, et alors contrairement à toi, j'ai quasiment vu la totalité des Oui, Frères Dardenne et enfin des films des Frères Dardenne. Je peux te dire que ce style en 25 ans n'a pas changé, mais oui, vraiment pas d'un iota. C'était ça il y a 25 ans, c'est ça encore aujourd'hui. Et donc, ça produit un sentiment en fait d'urgence et une nervosité. oui, tout à fait. Cette urgence, on la ressent vraiment énormément. Et puis c'est comme si le spectateur avait vraiment un désir de savoir. Et il y a donc à la fois cette lenteur, donc ils prennent le temps. C'est pas un jeu, hein, ils ne s'amusent pas avec nous, mais ils prennent le temps de laisser au spectateur la compréhension de ce qui se passe aussi, Oui. que ce soit avec les dialogues ou que ce soit avec les mouvements, la recherche, notamment un des personnages, Jessica, qui cherche sa mère et Mmh, on comprend tout de suite joué qu'il y par a Inder. d'ailleurs et notamment excellente dans cette froideur et Oui, cette cette distance. distance, mais qui amène à aussi un aspect positif un peu à la fin, enfin une Mmh. perception On y légère, reviendra. espoir, on y reviendra. Je ne sais plus ce que Bah, ce qu'il disait, pour mais poursuivre, si tu veux, je peux un peu oui, poursuivre sur le style. Donc, dans ce filmage très particulier qui donne l'impression d'être pris sur le vif, il y a aussi casting d'inconnus, que des oui, acteurs non professionnels. Ça, c'est vrai qu'on reconnaît aux Dardennes le talent de révéler des acteurs et des actrices. Et en 1999, c'était Émilie Emily Dequesne Dequesne. qui avait été révélée par Rosetta. Et après, je trouve aussi que dans leur style, on a ça depuis un certain temps, c'est un cinéma assez solaire. Parce que moi, j'ai Oui, l'impression mm, qu'ils mm. filment toujours entre juin et septembre, en fait, quand il fait beau. Et je trouve que c'est pas un cinéma si grisâtre que ça. Je sais pas si je suis tout à fait d'accord parce que en fait je sais pas ce que t'en penses. J'avais un peu une réflexion sur ça parce que donc ça le sujet donc se passe dans une maison maternelle qui abrite ces Des jeunes jeunes mères, des mineurs qui jeunes ont eu des mineurs. enfants Voilà, souvent non désirés. Voilà. Et elles n'ont exactement. pas voulu avorter. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc il y a donc tout un choix là-dessus qui d'ailleurs on y reviendra aussi peut-être, mais démuni de tout jugement, ce qui est aussi intéressant Mm. vis-à-vis de ça. Notamment l'avortement. Il n'y a aucun Voilà. jugement là-dessus. Et en fait, le côté solaire, c'est marrant parce que le côté solaire et chaleureux, je le perçois beaucoup dans cette maison. Donc la maison maternelle où vraiment il y a le côté de, elles font à manger ensemble, elles se soutiennent ensemble. Il y a très peu il y a pas du tout d'ailleurs de confrontation entre les jeunes mères, enfin d'engueulade ou de voilà. Je trouve que c'est quand même un lieu qui est filmé d'une manière, j'ai l'impression, assez chaleureuse. Et à partir du moment où elles sortent donc à l'extérieur. Mm. En fait, cette froideur, et que ce soit au niveau du temps ou parce il y a beaucoup de vent, des fois j'ai l'impression, enfin je sais pas, quand elles marchent et quand qu'elles vont dans un point A, un point B, enfin il y a ce Bah, en côté fait, souvent, plus, elles errent dans la voilà, c'est rue. ça. Mais Voilà. une errance, pardon, c'est une errance qui accroît, je trouve, cet effet de froideur, mais qui, je pense, qui est peut-être voulu, enfin, dans ce sens le dehors, c'est le danger. Elles sont jeunes mères, elles sont
pour la plupart d'entre elles perdues. Elles ne savent pas, voilà, donc il y en a certaines qui essayent de poursuivre des études, d'autres qui attendent simplement soit d'accoucher, soit de prendre une décision par rapport à l'enfant, si elles veulent l'abandonner ou pas, voilà. La confrontation aussi avec la famille. Donc je crois que c'est Ariane, qui a donc une jeune mère qui s'appelle Ariane, qui est une confrontation incroyable avec la maman, qui est une mère probablement alcoolique, qui a eu un copain violent, oui. Et qui en fait a forcé sa fille à garder l'enfant, de ce qu'on pense, enfin de ce qu'on comprend, devine, de ce qu'on comprend. Et c'est ça aussi qui est intéressant, ce côté où il dit pas foncièrement les choses, mais avec les dialogues et le développement, on comprend qu'il y a eu le beau papa ou le papa violent. Oui. Peut-être si ce n'est plus, je ne sais pas d'ailleurs. Voilà, donc cette confrontation, elle est toujours à l'extérieur, elle est jamais dans la maison maternelle, ou rarement. Mais voilà. Ben alors moi, pour prolonger sur ce centre de jeunes mères, qui est un lieu où il y a une solidarité qui est censée naître en fait entre ces jeunes filles, puisqu'elles sont dans la même situation de précarité en raison de la venue inattendue d'un enfant dans leur vie. Et puis c'est un lieu où les pouvoirs publics mettent à leur disposition des ressources pour qu'elles puissent vivre dignement avec leur enfant. J'entends ce que tu dis sur ce lieu qui a un pôle de solidarité, où c'est là que de chaleur en fait, qui est vraiment un foyer. Mais moi je trouve qu'on ne ressent pas à quel point ce lieu en fait est censé faire société. Et les scènes de soins qu'on a surtout dans ce centre-là, il y en a quelques-unes, mais pas énormément, et je trouve que c'est trop égrené en fait. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que t'aurais souhaité que ça se focalise plus sur l'organisation de cette maison maternelle. Voilà, et comment les gens y travaillent en fait. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, à la fois les mères dans leur travail vis-à-vis de leur enfant, enfin comment elles s'en occupent, qui est une forme de travail, mais aussi les soignantes. Oui, mais là, je pense que ça aurait fait peut-être plus un effet qui aurait été intéressant, hein, mais un effet documentaire. Mais je trouve qu'il y a un truc qui manque en fait dans leur cinéma, où ils auraient pu être des documentaristes, mais ils ont fait le choix de ne pas l'être. Et c'est là où je trouve que leur cinéma trouve toutes ses limites en fait. Oui, en effet, mais je pense que du coup c'est quand même un choix de se concentrer sur cette espèce de patchwork d'histoires de jeunes femmes qui deviennent mères. Et bon, ils ont quand même aussi un intérêt propre pour la misère. Toutes les jeunes mères sont dans des situations très précaires, que ce soit d'un point de vue familial, financier, ou voilà. Donc il y a quand même cet aspect documentaire, cet aspect-là, dans cet aspect-là. Moi, ce qui me gêne en fait avec les frères Dardenne, c'est que je trouve que c'est un cinéma très chrétien en fait. Donc il faut rappeler que Luc a fait des études de philosophie, enfin un des deux frères, et je trouve que leur cinéma est habité par des thématiques chrétiennes. Le pardon, la faute et surtout la rédemption, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, mais vraiment dans chaque film, les Dardenne finissent par sauver leur personnage. Et moi, je trouve qu'il y a un peu un côté, on filme les marginaux, mais on les sauve car dans le fond, on les trouve bons en fait. Alors, ce qui est intéressant dans cet intérêt sur une trajectoire individuelle qui va finir par de la rédemption, c'est que du coup, les personnages sont très déterminés en fait. Ils ont une force de volonté assez incommensurable. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent aller. Et du coup, ça c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que tu disais. Ce sont des personnages qui en fait n'existent que par l'action et que par leurs décisions. Une succession de décisions où ils sont en fait dans une sorte de combat face à l'existence et ils sont dans un mode de survie. Après, moi, le problème de ça, et c'est en ça où ça vient un peu nuancer cette dimension de cinéma social, c'est que comme c'est un cinéma qui est très centré sur la trajectoire individuelle, c'est un cinéma assez individualiste en fait. Puis ce qui me gêne aussi dans ce schéma qui tend vers la rédemption, c'est que dans le scénario, ça se traduit aussi par chaque personnage en fait résout son problème. Et du coup, il y a un peu un côté la vie des martyrs, la vie des saints en fait. Et là, dans ce film-là, parce que généralement, cette trajectoire de la rédemption, on l'a que sur un seul personnage dans un film. Mais là, c'est décuplé 5 fois en fait, à travers 5 trajectoires. Alors certes, elles se font écho, mais je peux citer, en tout cas pour 4 d'entre eux, la rédemption de chacune.
Perla, donc, après moult déboires, finit par aller chez sa sœur au lieu de vivre chez son compagnon, qui ne savait pas du tout s'il voulait vivre ou pas avec elle. Jessica, qu'on a cité, qui a cherché sa mère pendant tout le film, eh bien, sa trajectoire est résolue où elle retrouve sa mère. Ariane, qu'on a aussi cité, dont la mère toxique, voilà, et alcoolique, voulait qu'elle garde l'enfant, bah, finalement le laisse auprès d'une famille, elle le laisse à l'adoption. Et enfin, il y a le couple d'anciens SDF drogués. La fille incarnée, enfin le personnage de la fille dans ce couple s'appelle Julie, et eux, ben finalement, ils finissent par trouver un logement avec son compagnon. Et je vais juste, avant de te redonner la parole, et moi, c'est vraiment la rédemption de ce personnage qui clôt le film et qui m'a vraiment agacé, puisque le film donc se clôt sur la rédemption de ce personnage. On a une séquence dans une perspective très chrétienne, épiphanique, où on a une gentille petite famille hétérosexuelle, réconciliée, qui se retrouve avec un espèce d'ersatz de grand-mère. C'est pas vraiment la grand-mère, mais c'est tout comme. Et là, putain, je suis sorti en me disant, bah dis donc, on finit sur cette image d'Épinal de la famille. Et voilà, moi vraiment, cette thématique de la rédemption très présente me questionne beaucoup, en fait, au fur et à mesure. Peut-être que donc je suis assez d'accord avec toi sur le portrait de famille final qui est très, j'ai envie de dire presque cliché, superficiel, enfin voilà. Après là où je développerai peut-être un peu, c'est je suis d'accord sur cet aspect de rédemption, une dimension chrétienne, très individualisée aussi en fonction, parce que même si on suit le parcours de différentes personnes, on retourne à chaque fois sur voilà un sujet, une jeune femme, c'est très rarement elles sont retrouvées elles sont filmées ensemble et que souvent dans la maison maternelle. Oui. En dehors, elles ne sont jamais enfin voilà, il y a une scène un moment dans la maison maternelle où elles mangent ensemble, et donc il y a une des jeunes mères qui est pas forcément le sujet principal d'ailleurs, voilà, mais qui remercie parce qu'elle est sur le départ de cette maison maternelle où elles sont filmées ensemble avec leurs enfants, voilà. Mais à part ça, c'est vrai qu'elles ont, oui, un parcours très séparé, très individualisé. Et en fait, pour prolonger un petit peu sur l'aspect rédemption, en fait, il y a quand même, en fait, c'est des fins que j'ai envie de dire un peu non fins aussi, parce qu'en fait, la lourdeur de leur parcours fait qu'elles ne s'en sont pas encore sorties. Par exemple, le personnage d'Ariane. Donc elle va donc donner la garde de son enfant à une famille d'accueil ou une famille d'adoption. Oui, d'adoption. D'adoption. Oui. Et donc elle lui laisse une lettre. Elle lui laisse une lettre que son enfant ne va ouvrir que quand il aura 18 ans. Quand il ou elle, je crois que c'est elle, quand elle aura 18 ans. Et donc ça, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé assez vibrant dans cette scène où elle écrit donc le nom de sa fille, et en dessous elle marque la date l'année où elle aura 18 ans, qui est je crois 2042. Et c'est là où en fait il y a un peu une perspective sur le futur qui fait qu'on devine, on sait que le film en soi ne se finit pas, que leur histoire en fait n'est pas finie, et qu'il y a un parcours énorme qui va suivre, qui va peut-être amener par exemple à donc la fameuse Jessica avec le portrait non pas la Jessica, celle qui retrouve sa mère, donc le portrait familial de la fin, le personnage, oui, ancienne SDF et ancienne droguée, voilà, le personnage s'appelle Julie. Voilà, donc cette Julie, peut-être qu'elle va aussi faire de rechutes, peut-être que voilà le portrait du petit couple, comme tu dis, bien installé, machin, va se briser, que Jessica elle a retrouvé sa mère, mais c'est une fin oui, c'est pas des vraies retrouvailles. Enfin, c'est-à-dire qu'elle reste quand même très froide, qu'elle ne reviendra, dans notre cliché un peu visuel, on attend que la maman soit très émue de retrouver sa fille qu'elle a laissée à une famille d'accueil ou quoi que ce soit. Et en fait là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a elle l'a fait rentrer dans un hangar froid. Il y a quand même une perspective de retour, de connaissance au moins entre les deux, mais rien n'est fait. Donc
certes, il y a peut-être une rédemption dans le fait que peut-être que la maison maternelle a réussi ce but d'accompagner ces jeunes mères et de les rassurer sur cet avenir, mais rien n'est certain et je trouve que de manière assez subtile, il le fait paraître. Pour moi, cette rédemption, en fait, elle est présente du début à la fin, je trouve. C'est-à-dire que, enfin, au-delà de rédemption, je dirais vraiment une invention d'aucun jugement n'est émis, quelles que soient les réactions des personnages. Par exemple, je pense à Perla qui a un accès qui est très colérique. Oui. C'est une jeune femme qui a eu son enfant avec visiblement un homme jeune adolescent de son âge, qui l'abandonne clairement. Il sort cette Perla va retrouver donc ce jeune, son compagnon en fait, et qui sort de prison. Et en fait, ce personnage va vite l'abandonner et elle va faire une sorte de déni, elle ne va pas accepter ça. Donc il y a cette dimension colérique, mais en fait, ces malheurs, de tous les personnages, on leur tombe tellement sur la gueule, j'ai envie de dire, sur la tête, que c'est difficile de se confronter à ça. Et donc en fait, je trouve que leur caméra est assez distanciée par rapport à ça. Il n'y a pas de jugement hâtif sur leur réaction, sur leur émotion ou sur leur choix aussi de garder ou pas l'enfant, sur leur statut familial, sur leur statut tout court, voilà. Pour moi, au-delà d'une rédemption, c'est vraiment du début à la fin, je trouve qu'il y a une absence de jugement hâtif, pas de monstruosité. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout un cinéma manichéen ou qui juge leur personnage, mais je reste quand même bloqué par cette trajectoire de rédemption, on va sauver nos personnages et je pense que c'est pas contradictoire avec le fait de ne pas les juger. Je pense même que c'est assez complémentaire. Et là, ce qui me gêne en fait dans ce film, comme je disais, c'est que la rédemption en fait, elle est répétée 4-5 fois en fait, et que vers la fin du film, on a 4-5 fois une acmé émotionnelle, toutes les scènes quoi qu'on a citées, que moi j'appelle scènes de résolution entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un premier écueil que j'ai à faire dans cette dimension, sur la dimension film choral, sur ce choix scénaristique, contrairement à leurs autres films, de là nous présenter plusieurs trajectoires individuelles. Et justement, l'entremêlement de l'histoire de chacune, moi au montage, je me demande si c'était une si bonne idée que ça en fait. Et moi, je me demande s'il n'aurait pas mieux valu juxtaposer en fait les quatre trajectoires, un peu comme une série de 4 courts-métrages. Parce que là, l'entremêlement me donne l'impression qu'on est quand même assez guidé du début à la fin, alors que si tu avais juxtaposé les 4 histoires comme 4 blocs, je sais pas, il y aurait eu des échos peut-être un peu différents et ça aurait amené le spectateur à beaucoup plus réfléchir. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Oui, pourquoi pas, mais pour moi, de mon côté, j'ai quand même plutôt apprécié cet entremêlement, passer dans le sens où là où un peu est la prouesse de mise en scène, on arrive à suivre très rapidement. Tout de suite, il introduit très bien c'est les histoires et ces jeunes mères, que ce soit physiquement, le moment où que ce soit le moment où elles sont où elles sont positionnées dans le cadre de leur grossesse et après. Donc il y en a une au départ qui est enceinte et qui va accoucher, une autre qui est plus dans la réflexion de qu'est-ce que je fais de cet enfant, voilà. Donc tout de suite on est bien introduit, ce qui fait qu'en fait l'entremêlement pour moi est presque coule de source, ouais, et va très bien. Moi j'ai une autre question sur le choix de ce film choral. Voilà, moi je trouve que ça fait un peu un film inégal, aussi dans le sens où est-ce qu'on n'est pas plus touché par certaines trajectoires que d'autres, notamment voilà, tu citais le cas de, il me semble, le personnage de Ariane. Oui, voilà, c'est ça, celle qui laisse une lettre. Voilà, moi c'est la séquence que je trouve la plus bouleversante. Et j'ai écouté des émissions critiques qui revenaient sur le film, et à l'inverse, les chroniqueurs qui participaient à cette émission-là, eux disaient qu'ils étaient beaucoup plus touchés justement
par la trajectoire du jeune couple qui avait été SDF et drogué. Un autre disait que c'était Perla, la fille colérique dont tu parlais, qui les touchait le plus. Donc voilà, je sais pas, est-ce qu'on n'est pas plus touché par certaines trajectoires que d'autres? Bah, peut-être, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça se trouve, c'est très subjectif. C'est-à-dire que, en effet, de mon côté, moi, j'ai été très touchée par l'histoire, enfin, le final, on va dire, d'Ariane. Oui. Et à mon avis, c'est quelque chose qui peut, oui, qui peut-être par rapport aux expériences de chaque spectateur, voilà, amène à une émotion peut-être plus axée sur un personnage plutôt qu'un autre. Mais ce qui est intéressant aussi, ça veut dire que peut-être au-delà du jeu, du choix de narration ou quoi que ce soit, c'est une focalisation, une concentration sur l'histoire et sur comment elle se termine. Enfin, il y a vraiment Oui, une concentration sur la trajectoire de chacun. Exactement. Et alors, justement, par rapport à ça, en fait, moi, cette concentration donc sur le destin individuel vient quand même sacrément nuancer cet adjectif, enfin cette étiquette de cinéma social qu'on leur colle. Et au contraire, je trouve que le film, notamment par le style, a une dimension assez abstraite. Donc, ce que j'entends par là, c'est que il y a quand même pas d'incarnation en fait spatiale. Il y a pas d'ancrage géographique qu'on ressent dans le sens où il filme toujours la même banlieue belge, mais même pas belge, la banlieue wallonienne en fait. On est en Wallonie, il y a même pas de flamands dans leur film. Enfin, quand même il y a quand même la moitié de la population de ce pays qui n'apparaît jamais dans leur film. Donc voilà, on est toujours dans cette même banlieue faite de briques et de zones commerciales, un lieu très impersonnel. Il y a aucun marqueur historique, il y a aucun bâtiment historique. Et pour continuer aussi dans cette dimension un peu abstraite et qui vient nuancer, voilà, comme je disais, cette étiquette de cinéma social, j'ai l'impression que personne n'est en représentation sociale, personne n'a un rôle social. Et puis, il y a pas de bourgeois, il y a pas de rapport de classe dans leur film. Les autres classes sociales n'existent pas. Et tu vois, ça me fait quand même nuancer cette idée de cinéma social. En fait, le fait que ce soit un peu, j'ai envie de dire, agéographique, ça permet peut-être d'élargir, parce qu'au-delà de la Belgique, au-delà peut-être d'en faire un récit universel. Est-ce possible? C'est une interrogation, hein. Vraiment ça, j'en sais trop rien, mais c'est vrai que en soi, cette position-là de jeune mère peut arriver dans n'importe où. Après, là où je reviendrai un peu, c'est marrant, c'est une question que je me pose parce qu'il y a un moment, notamment Perla, l'histoire de Perla, parce qu'en fait, elle a une sœur et sa sœur lui a donné de l'argent pour avorter. Et alors, je sais pas comment est la législation en Belgique. J'ai fait un peu de recherche, j'ai l'impression comme nous, en fait, il faut une mutuelle si on veut être pleinement remboursé pour l'IVG. Mais bon, il y a peut-être aussi cet enjeu-là qui ancre peut-être un peu plus sur voilà les discussions sur l'avortement et tout. Enfin, je sais pas si ça contextualise un facteur particulier propre à la Belgique ou pas. Alors là vraiment c'est quelque chose que je ne connais pas, donc tout ce qui est législation en Belgique sur l'IVG. Mais c'est vrai que ça m'a un peu étonnée de devoir payer pour l'IVG en Belgique comme en France, j'imagine qu'il y a aussi pas mal de mutuelles santé, de sécurité sociale, enfin voilà, donc éventuellement peut-être un petit ancrage sur c'est vrai, mais très léger. Mais en fait, la dimension sociale chez les Dardennes, elle n'apparaît qu'à travers, comme tu le dis sur l'avortement, des problématiques sociales. C'est la pauvreté, la drogue, la délinquance, le travail forcé, et en ça, c'est un cinéma dramatique. Et en fait, c'est aussi en ça où je trouve que ce ne sont pas des documentaristes, puisque ils sont intéressés sur la manière dont des problématiques sociales viennent entraver la trajectoire, la destinée d'un personnage. C'est ce que tu disais aussi par rapport, tu parlais tout à l'heure de cinéma individualiste, c'est ça? Oui. Et je trouve que ça se recoupe bien aussi sur ça, en revenant aussi à une forme de narration fictive. Enfin, on est vraiment voilà dans le choix toujours avec un ancrage sur le statut, la misère et tout, mais
un désancrage aussi, on va dire géographique, contextuel aussi parfois. Enfin, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle The Magdalene Sister, un film de 2003 de Peter Mullan, qui se passe, il me semble, en Irlande, où on suit la trajectoire, pareil, alors là, c'est 3 jeunes femmes qui sont enfermées mais vraiment enfermées, là, c'est un lieu clos, elles ne peuvent pas sortir, on est dans les années 60, en Irlande, dans une société très puritaine, et donc chacune de ces filles a une histoire différente. L'une a été violée, l'autre est apparemment trop jolie, donc voilà, attire des hommes, voilà, donc ça ne va pas. Et il y a aussi la troisième qui est une jeune mère, donc qui est ce qu'on a à l'époque on appelait une fille mère. Oui, on utilisait plutôt cette expression-là. Exactement. Et donc on suit vraiment le parcours de ces trois jeunes femmes. Et là, en fait, bon, il y a pas cette dimension de rédemption, parce que je spoil un peu, mais ça se termine terriblement mal presque pour chacune d'entre elles. L'une tombe dans la folie pleine et entière. J'ai un peu fait le lien avec ce film, notamment par le sujet qui s'y prête, puisqu'on est vraiment donc dans le statut de jeunes femmes. Elles sont jeunes ou alors adolescentes, adultes. Et là, il y a vraiment un jugement qui est porté vraiment sur la société irlandaise de l'époque, d'où la différence après. Le film cherche à dénoncer. D'accord, ce qui n'est pas le cas du film des frères Dardenne. Là, il y a rien qui dénonce. Oui, c'est vrai. Mais c'est différents points de vue, mais autour d'un même sujet qui, je trouve que le parallèle pourrait être intéressant, et du coup, je recommande ce film pour étendre un peu à ce genre de sujet, quoi. Moi, je voulais aussi revenir, alors connaissant bien leur cinéma, et ça fait le lien avec cette dimension abstraite qui, j'ai l'impression, apparaît de plus en plus en film. C'est que c'est un peu la comédie humaine, d'une certaine manière, le cinéma des frères Dardenne. Et puisque voilà, je parlais de cette absence d'ancrage géographique et de marqueurs historiques, et ce style très épuré qu'on a décrit. En fait, tout ça fait que depuis 25 ans, toutes les histoires que les Dardenne nous ont racontées se situent en fait dans le même endroit. Il y a le même arrière-plan. Et du coup, ce qui est assez beau en fait dans ce film-là, c'est que on a l'impression justement qu'à l'arrière-plan, on verra passer des personnages d'autres films. Rosetta, Lorna, Marion Cotillard, qui est le personnage des 2 jours, Ahmed, le gamin à vélo. Et du coup, leur cinéma, avec le temps, devient presque fantomatique. C'est pas Happy Chapong Vera, c'est cool non plus, mais je trouve qu'il a gagné comme ça en épaisseur temporelle par cette dimension de comédie humaine, et on le ressent aussi notamment par le retour de certains acteurs de film en film. Par exemple, l'actrice qui a incarné Lokita dans Tori et Lokita, elle s'appelle Joendi Mbundu. Elle joue le rôle en fait de la grande sœur de Perla dans ce film-là. Oui. Ou encore le personnage qui joue le coiffeur, l'acteur s'appelle Mark Zinga. On le retrouve aussi dans Tori et Lokita. Ou encore, alors ça c'est un des acteurs fétiches des Dardennes, Fabrizio Rangione, c'est le coach sportif qui à un moment dit à une des jeunes filles « Non, t'as payé l'avortement et t'as pas voulu ». Lui, il joue dans la plupart de leurs films. C'est par exemple le mari de Marion Cotillard dans 2 jours une nuit. C'est le personnage du garçon dans Rosetta. Donc voilà, la présence de ces personnages fait que on a l'impression que tous leurs films, en fait, c'est un seul et même film qui s'est comme ça déployé à travers le temps. Et en fait, on a l'impression que tous leurs films successifs se sont sédimentés, et ça crée une sensation assez étrange, presque de temps suspendu. Je sais pas si c'est ce que tu as ressenti en voyant le film. Alors, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que quand tu l'expliques, c'est vraiment ça. C'est aussi cette dimension un peu... je vais reprendre un peu le terme de Wiseman, mais de fresque humaine. Alors, expliquons qui est Weisman. Pardon, oui.
oui. Parce qu'on le cite, mais alors Frederick Wiseman, c'est un documentariste américain qui lui aussi a fait une sorte de comédie humaine. Alors lui, il fait des films beaucoup plus longs, et à chaque fois, il cherche à filmer soit des lieux, soit des institutions, l'école, la justice, l'hôpital, voilà, un ghetto noir, je crois que c'est Chicago que ça se passe. Enfin bref, un quartier huppé à New York. Et lui aussi fait un seul et même film, et c'est aussi d'une certaine manière du cinéma social, mais sur le versant documentaire. Oui, totalement, ouais. Donc voilà. Bon, c'est pas une émission sur Wiseman. Non, mais bien bon. sûr, mais c'est vrai que je voulais, cette dimension de fresque en fait, et de comédie humaine ou de. D'un seul et même film. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ne connaissant pas tous les films des frères Dardenne, je n'avais absolument pas pensé, mais je pense que en effet, il y a vraiment un axe à porter là-dessus. Alors on va finir, enfin un point qu'on n'a pas encore abordé. Alors c'est ce prix du scénario. Est-il mérité ou pas? Et qu'est-ce que ça dit quand même du système Dardenne, j'ai envie de dire. Je me suis interrogée quand j'ai entendu les frères Dardenne. Je me suis dit, est-ce que ça devient une habitude? J'ai un peu l'impression. Et alors, ce qui était marrant, enfin moi, ce qui m'a un peu fait rigoler, c'est que leur discours était très très court. Ils ont remercié les actrices en disant le futur, ce que je trouvais plutôt, voilà, et ils en ont pas fait plus. Donc, je sais pas s'ils étaient blasés ou pas. Et sur le scénario, j'ai beaucoup apprécié le film, donc je pense que c'est mérité. Moi, ce qui me gênait un peu dans ce prix-là, oui, c'est que ça signale quand même que cette comédie humaine, il y a un peu un côté routinier et systématique. Et il y a une hypothèse qui circule, c'est que si à chaque fois ils ont comme ça des récompenses à chaque festival de Cannes, c'est parce qu'en fait le jury du festival de Cannes est composé majoritairement d'acteurs pas seulement, mais bref, de personnalités internationales du cinéma qui en fait ne connaissent pas le cinéma des frères Dardenne. Et à chaque fois, ils sont marqués par cette radicalité-là et ils veulent les récompenser. Donc pourquoi pas, c'est pas forcément. Ouais, mais je trouve ça un peu dommage quand même, cette présence continuelle au Festival de Cannes de film en film, et vraiment ça signale quelque chose de systématique. Moi, j'ai l'impression que qu'ils travaillent toujours de la même manière en fait. Je sais pas. C'est le cas, et est-ce que c'est forcément un mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, cette question restera en suspens. À très bientôt, Isilda. À très bientôt, Samuel.